Maxime, un très très grand merci de nous rejoindre pour ce 7e épisode dans la tête d'un pro en Silicon Valley. Merci à toi, ça fait plaisir d'être là. Maxime, c'est vraiment super de t'avoir parce que tu as un parcours qui est extrêmement inspirant avec des succès, des étapes difficiles. Et je pense que notre communauté va avoir beaucoup de chance d'écouter un peu ce parcours qui va vraiment bien résumer. Ce n'est pas si simple, mais que quand il y a du succès, c'est particulièrement agréable. Alors, si tu veux bien, Maxime, démarrer par une petite intro et puis nous parler de ta première expérience avec Apple. Bien sûr. Écoute, moi, je suis né en Bretagne. J'ai grandi là-bas jusqu'à classe prépa. Et puis après, école d'ingénieur à Grenoble, que j'ai choisi parce que je voulais quelque chose d'assez généraliste. Je ne voulais pas me spécialiser dès la formation d'ingénieur. Et, et en fait, en stage de fin d'études, j'ai dû trouver un stage de fin d'études. Et j'aurais pu travailler pour des boîtes qui offraient des stages pour lesquels j'étais formé. Ou alors bosser pour une boîte qui me passionnait. Et j'ai choisi ça parce que pour moi, depuis que j'étais tout petit, grand comme ça, depuis que j'avais 8 ans, j'adorais les ordinateurs Apple. Ça ne s'appelait pas des Mac encore à l'époque quand j'avais 8 ans. Et donc, j'ai envoyé un CV à Apple France en disant, voilà tout le bien que je pense de vous, voilà mon CV, je cherche un stage d'ingénieur. Est-ce que vous avez quelque chose? Et ils m'ont quasiment tout de suite répondu que non, que c'était une entité sales et marketing et qu'ils n'avaient absolument pas besoin d'ingénieurs et que si je pouvais arrêter de les harceler, ce serait bien. Donc, ça ne m'a pas découragé, pas tout de suite en tout cas. Et j'ai fait savoir autour de moi, sans le savoir, j'ai commencé à activer mon réseau, comme on dit maintenant, mais j'avais aucune idée que ça s'appelait comme ça à l'époque. J'ai juste commencé à faire savoir autour de moi à qui voulait entendre que j'adorerais travailler pour Apple. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui bosse chez Apple? Parce que c'était en 1999, c'était avant LinkedIn, c'était avant Facebook, pas facile. Et finalement, le mot s'est propagé et le meilleur ami du mari de la cousine de ma mère, véridique, travaillait chez Apple, a entendu parler de moi, m'a mis en contact avec la personne qui s'occupait du marketing chez Apple, marketing produit chez Apple, qui s'appelle Hugues Asman, qui est toujours là-bas, que je salue au passage, et qui m'a pris au téléphone, sur mon petit téléphone Sagem de l'époque. On a parlé 1 heure. Je me suis un peu plaint de l'introduction de l'iMac qui était 1 an avant. Il faut tout remettre dans le contexte. On était début 99. Apple, à l'époque, 2 ans avant, c'était cessation de paiement. 1 an et demi avant, Steve était revenu. 6 mois avant, ils venaient de lancer l'iMac. Donc, c'était le creux de la vague. Et autour de moi, personne ne savait si ça allait remonter ou s'écraser. Mais moi, j'ai suivi mon cœur parce que j'adorais les produits et je voulais faire partie de cette histoire. Et en fait, je suis monté à Paris, passer un entretien pour de vrai. J'ai eu un stage 2 jours plus tard et c'était un stage en marketing produit. Et quand on m'a dit que c'était marketing produit, j'ai dit, c'est quoi ça? Je n'en avais aucune idée. Mais ça s'est très bien passé finalement parce que j'avais une empathie naturelle pour le client, j'avais une connaissance technique des produits et j'avais vraiment cette passion pour la boîte et le produit qui fait que j'adorais parler du produit et comprendre pourquoi les gens pourraient l'aimer. Et donc, en un stage de 6 mois, on a lancé la première borne Wi-Fi d'Apple qui s'appelle Airport, le premier portable grand public d'Apple qui s'appelle iBook. Et tout ça, ça finit en septembre 99. Et après, je suis resté chez Apple France. J'ai refusé un CDI pour prendre un CDD chez Apple France. J'ai fait un peu de gestion de projet, un peu de sales. Et je suis retourné au marketing produit Apple Europe. Donc, je suis resté à peu près 4 ans en France. Puis après le siège a été bougé à Londres. Et je suis allé à Londres et on continue à faire mon rôle de chef de produit Europe. Et là encore, j'ai commencé à dire à mes amis de l'équipe américaine que j'aimerais beaucoup bosser avec eux sur le côté product management plus que sur le côté product marketing. La différence étant bien sûr, côté product management, tu travailles avec des ingénieurs sur la création d'un produit. Côté product marketing, tu travailles plutôt avec l'équipe marketing pour introduire le produit sur le marché. Et en tout cas, c'est comme ça qu'Apple le définissait. Un premier entretien n'a rien donné. Un deuxième entretien s'est bien passé. En octobre 2007, j'ai eu une proposition en novembre. Et en janvier, je m'étais marié, j'avais déménagé, j'avais mon visa et je suis arrivé en janvier 2008 ici
aux États-Unis pour travailler à Cupertino. Je ne savais pas que 2008 allait être une année un peu rock'n'roll pour les US, mais finalement, tout s'est bien passé parce qu'étant un petit peu immunisé chez Apple, dans une grosse boîte. Sauf que je suis arrivé sur un produit qui s'appelait à l'époque .Mac ou .Mac, qui allait devenir MobileMe à peu près au milieu de l'année, donc juste quelques mois plus tard. Je suis arrivé là et très vite, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passait. Tous les ingénieurs autour de moi, tous les gens qui travaillaient avec moi, disaient on ne sera pas prêt, on ne sera pas prêt, on ne sera pas prêt. Et en même temps, je voyais le VP d'engineering, j'ai vu le VP d'engineering dire à Steve Jobs, les yeux dans les yeux, oui, on sera prêt. Et donc, cette dissonance, étant le petit nouveau qui arrivait, j'étais là, bon, je vais la fermer, hein, c'est peut-être pas à moi de parler. Et je pense que justement, c'est exactement lors de cette expérience que j'ai appris que c'est pas la bonne chose à faire. C'est qu'au contraire, il faut speak up, comme ici. Il faut le dire, il faut parler, il faut agiter le petit drapeau rouge, disant non, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si ce n'est pas notre rôle, techniquement parlant, il faut le faire, parce que sinon, c'est trop facile de laisser faire. Et donc, ce qui est arrivé arriva. MobileMe s'est planté droit dans le mur, n'était absolument pas prêt à scaler à des millions de clients. Le VP d'engineering a dégagé. On s'est tous pris une bonne roast verbale de Steve Jobs dans un des amphithéâtres de Cupertino. Et il a amené une nouvelle équipe d'engineering qui a repris tout ça à zéro. Une équipe d'ailleurs dirigée par un autre Français, Patrice Gauthier, qui est toujours chez Apple aussi, qui est quelqu'un de fantastique. Et vraiment, son équipe a fait un boulot de dingue, incroyable. Et en 1 an et demi, on a repris tout à zéro avec des bonnes technos. Et ils ont lancé ce qui est devenu maintenant iCloud. Et ça s'est très bien passé. Moi, pendant ce temps-là, pendant le temps justement où MobileMe existait, en tant que responsable produit, j'essayais de me gratter un peu la tête à voir comment est-ce qu'on pouvait vraiment redorer un peu le blason de MobileMe. Et un jour, un ingénieur est venu me voir et m'a dit, on vient de me voler mon téléphone qui était sur mon bureau à Cupertino. Et on travaillait ensemble sur un système de push notification pour MobileMe. Et il me dit, si au moins j'avais pu écrire un petit démon sur un petit programme sur l'iPhone, on aurait pu, avec notre système push notification, réveiller le GPS de l'ordinateur, de l'iPhone, et nous renvoyer les coordonnées. Et là, j'ai fait, attends, c'est intéressant ça. Et donc, à 2, puis à 3 avec quelqu'un pour s'occuper du back-end, plus à 4 pour quelqu'un de s'occuper de tout ce qui est UI. À 4, on a fait un petit projet qui est devenu Find My iPhone. En 6 mois, c'était bouclé. On l'a lancé un peu en loose day parce que l'équipe iOS a vu le potentiel tout de suite, alors que mon chef, pas du tout. Au niveau product marketing, il a mais t'occupe pas de ça, c'est pas intéressant, il n'y a pas de marché. On est allé voir, on ne s'est pas arrêté à ça. On est allé voir l'équipe iOS qui a fait, c'est très intéressant. On va le mettre comme un petit switch dans les préférences MobileMe, puis si ça ne marche pas, on l'enlèvera à la dernière minute. Et finalement, ça a très bien marché. Et donc, malgré les problèmes que MobileMe avait, il y avait une fonction qui était sympa, qui a bien marché, c'était ça. Donc ça, c'était assez cool. Maxime, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que ton patron, côté PM, a apprécié le fait que tu l'aies contourné? C'est une très bonne question. Disons qu'au début, il n'était pas content du tout, mais après, c'est le genre de patron qui aimait bien qui est très bon à managing up. Alors, quand il a le patron de iOS qui est venu le voir, il dit c'est super l'idée de ton équipe là, de faire ce truc qui s'appelle Find My iPhone. Il a dit ah ouais, tout à fait, ouais, c'est cool. Donc, depuis, il ne m'a jamais rien dit. Il a au contraire embrassé cette idée et il nous a permis de continuer à travailler dessus une fois que son copain du côté iOS lui avait dit que c'était une bonne idée. Très, très intéressant. Maxime, on va fast forward et on va aller directement. Donc, ça fait 12 ans que tu es chez Apple, que tu as gagné tes galons, que tu as lancé des produits. Et là, tu prends une décision très importante qui est de quitter Apple pour rejoindre Nest. J'aimerais beaucoup que tu partages avec notre communauté pourquoi et qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'équipe Nest qui, à l'époque, c'était combien de personnes? 50. 50 personnes. Il venait de lancer le premier produit. Écoute, ce qui s'est passé principalement, pour moi, je vois trois critères, 3 triggers, trois choses qui ont fait que c'était le bon moment pour moi de quitter Apple, de rejoindre Nest. La première, c'est que Steve Jobs venait d'annoncer que pour des raisons de santé, il n'allait plus être CEO, il n'allait plus être PDG. Donc, je savais que la boîte que j'adorais allait changer. C'était qu'une question de temps.
La deuxième, or, je venais, comme tu dis, d'y passer 12 ans. J'ai fait beaucoup de choses. J'avais beaucoup de super opportunités d'évolution. C'était super. Mais la deuxième chose, c'est que l'équipe d'iOS, justement, venait de revenir vers nous et nous dire, nous, toute l'équipe iCloud Product, disant, votre product roadmap, super, mais pas pour la prochaine version d'iOS, peut-être celle d'après. Donc, restez à peu près 18 mois, vous tournez les pouces. Or, à l'époque, moi, j'étais au milieu de la trentaine, j'avais autre chose à faire que de me tourner les pouces. J'avais envie de faire des choses intéressantes. Et la troisième, c'est que le recruteur de Nest m'a envoyé un troisième message avec le bon ton, ce coup-ci, pas le côté over-the-top, très américain, dont certains de tes invités précédents ont parlé, justement, Oh, you're the best, etc. Non, non, c'était plutôt, on a entendu parler de toi, on entend de bonnes choses, on pense qu'on a la bonne opportunité pour ta carrière, pour la prochaine étape de ta carrière. Donc, j'ai pris le coup de fil. Et ce gars-là a été très bon, il s'appelle José, il a été très très bon, il a parlé quasiment pendant 1 heure, au point où à la fin je lui ai dit, écoute, ça fait 1 demi-heure que je suis garé devant chez moi, si tu me promets que tu arrêtes de parler maintenant, je te promets que je viens passer un entretien. Et donc je suis arrivé chez Nest 1 semaine plus tard. Alors à l'époque, pour donner un peu de contexte, Nest était inconnu, n'existait pas, c'était en stealth mode sous-marin complètement. On était fin 2011. Le marché qu'on appelle IoT maintenant ou Smart Home n'existait pas. Et je me retrouve tout d'un coup dans un building où les gens venaient apparemment juste d'emménager. Effectivement, 1 semaine avant, ils avaient déménagé dans ce building-là, qui était leur premier vrai bureau. Avant, ils étaient dans une sorte de petite salle au-dessus d'un restaurant. Et je rencontre Tony Fadell. Et Tony Fadell, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est le parrain de l'iPod. Après, il y a une petite guéguerre entre qui a exactement inventé l'iPod, mais c'est une des 2 personnes qui a inventé l'iPod ou qui a aidé à créer l'iPod. Et c'est quelqu'un dans la vallée qui avait une aura énorme et qui après a aidé aussi avec l'iPhone. Et donc, je me retrouve face à face avec lui à passer un entretien et à passer des entretiens avec des gens qui auraient pu être, vu leur pédigré, leur expérience, auraient pu être à n'importe quel job, dans n'importe quelle boîte de la vallée. Et là, je me souviens que je suis rentré chez moi le soir et j'ai dit à ma femme, écoute, je serais bien chez Apple, très confortable, je suis bien payé et je viens de rencontrer des gens qui ont rendu un thermostat sexy. Et s'ils savent faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Et je ne sais pas si ça va exploser en plein vol ou est-ce que ça va décoller jusqu'à la Lune, mais je sais que je veux faire partie de cette histoire. Donc un peu, encore une fois, comme 12 ans plus tôt, j'ai suivi mon cœur, l'amour pour le produit, et j'ai décidé de dire, allez, banco, on y va. Or, à l'époque, je venais d'avoir un enfant, il avait 1 an, mon fiston avait juste 1 an. C'était pas facile, comme le savent les parents, de gérer tout ça. J'ai rejoindre une boîte qui, pour le coup, m'a fait bosser jour et nuit pendant des années, y compris le week-end. Mais c'était assez incroyable. Alors, parlons d'incroyable, parce qu'en effet, rendre un thermostat sexy, ça, c'est incroyable. Tu peux nous parler un petit peu, donc 50, 100, 500 employés, c'est encore un leader très fort, mais sur un marché, comme tu disais, IoT complètement naissant. Tu peux nous parler un petit peu de cette croissance, Ouais. les enjeux, les difficultés, pourquoi tu as dû bosser 24/7? Tout à fait. Écoute, je suis arrivé, on était 50 personnes, on avait un produit, le thermostat, première génération. J'ai signé mon contrat le lendemain de l'annonce. Donc, c'était vraiment le tout début. Des gens fantastiques qui travaillaient très dur, un boss, Tony en particulier, qui était extrêmement demanding quand on est ici. C'est-à-dire, rien n'était jamais assez bon. Il nous poussait à que ce soit meilleur, meilleur, meilleur. Chaque détail était extrêmement important. Je me souviens qu'on a passé plusieurs semaines à peaufiner l'animation des barres de chauffage et de clim dans l'application jusqu'à ce que ce soit exactement bien. Moi, je me souviens qu'on a vu 12 couleurs de blanc différents pour le plastique de notre deuxième produit, littéralement. On a vu une vingtaine de polish différents pour l'anneau de Nest. Donc tout ça, ça nous venait, et ça venait surtout de Tony, de l'expérience Apple. Clairement, là, l'ADN Apple était très fort. Plus de 80% de la boîte était chez Apple quand je suis arrivé. On est passé de 50 à 100 personnes en 1 an. On est passé de 100 personnes à 200 personnes l'année d'après. Et ce qui s'est passé pendant ces 2 ans-là, c'est qu'on est passé de 1 produit à 2 produits. Donc, le premier produit, le thermostat Nest, qui a eu une deuxième génération qui est arrivée, et un deuxième produit qui est l'alarme incendie et monoxyde de carbone Nest Protect.
Mais en fait, faire du hardware, c'est difficile. Faire du hardware de manière très intégrée comme le Nest, c'est encore plus difficile. Donc, les 200 personnes qu'on avait à la fin de deuxième année, finalement, on travaillait tous sur un seul produit, le produit le Nest Protect, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de travailler sur les deux en parallèle. Malgré le fait qu'on soit 200 qui semble être gros en termes de start-up, en fin de compte, la personne en charge du firmware, de telle partie du firmware, sera la personne qui bloquera le projet d'une manière globale. Donc, on a très rapidement décidé que le thermostat Nest n'aurait pas de gros changements après la deuxième génération, jusqu'à ce qu'on ait grossi plus pour se permettre ça. Le logiciel embarqué, le logiciel qui fonctionne sur les objets embarqués. Et pourquoi il est si critique? Il est si critique parce que c'est ce qui fait fonctionner le produit. Donc, par exemple, sur une alarme incendie, tu as en fait deux firmware. Tu en as un qui est vraiment très basique, qui est un peu le cerveau reptilien de l'homme. C'est celui qui va dire est-ce qu'il y a de la fumée, est-ce qu'il y a de la fumée, est-ce qu'il y a de la fumée, et s'il y en a, sonne alarme. Et le deuxième, c'est plutôt le côté cortex préfrontal qui va se communiquer en Wi-Fi, qui va allumer les lumières, qui va faire parler la voix, etc. Et donc, il fallait que ce soit vraiment petits oignons. On ne pouvait pas se permettre de faire du mauvais boulot de ce côté-là parce qu'il en allait on allait sauver des vies ou pas si on faisait du bon boulot ou pas. Alors, j'aimerais qu'on focus là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait que les concurrents n'ont pas su faire? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que, comme pour toute success story, qu'elle soit personnelle ou au niveau d'une boîte, la chance a beaucoup à voir avec ça. Et la chance est ce que tu en fais, bien sûr, derrière. Donc, Nest, je pense, est arrivé vraiment à un moment clé où des technologies étaient finalement là pour permettre d'embarquer dans un petit footprint, dans un petit volume du Wi-Fi, des technos comme Bluetooth, un écran, un petit speaker piezo, toutes ces choses-là qui avant nécessitaient plus d'espace. Donc il y avait déjà vraiment cette trend, cette force technologique qui arrivait au bon moment, avec la capacité justement et le talent des gens à utiliser ça. Donc le fait que Tony ait fait venir des gens d'Apple qui ont bossé sur l'iPhone en particulier, donc qui savaient miniaturiser toute cette technologie, a fait qu'on arrivait à faire quelque chose d'assez incroyable dans un petit volume. Et la troisième force, je dirais, c'est le côté design, l'œil de l'équipe, de Tony en particulier, mais de toute l'équipe, pour faire des objets beaux. Et, par exemple, une des vraies différences entre un thermostat Nest et un autre thermostat connecté, c'est que quand on le touche, on sent la qualité de fabrication. Et pourquoi? Parce que l'anneau en métal que tu touches lui-même coûte plusieurs dollars, était fait à l'époque dans un petit shop par une personne, par un artisan en Chine, qui était le seul à faire ça. Maintenant, c'est un peu plus, les volumes étant plus gros, ils ont trouvé d'autres moyens de faire, mais on a décidé de mettre l'argent qu'il fallait dans le produit pour avoir cette sensation de qualité quand tu touchais le produit. Et c'est encore quelque chose que les concurrents ont du mal à faire. Est-ce que tu peux me parler un peu du go-to-market? Alors déjà, le marché des thermostats aux États-Unis, pour donner une idée, aux États-Unis, il y a à peu près 110-120 millions de maisons. 90% de ces maisons ont un thermostat compatible avec une norme qui s'appelle le 24 volts. C'est les thermostats, ce qu'on appelle bas voltage ici. Donc, il y a un parc installé, disons, de à peu près 100 millions de thermostats. Certaines maisons en ont plus, d'ailleurs, 2, 3. Ici, j'en ai 2 dans cette maison. Bon. Donc, déjà, grosse base installée. Donc, ça, c'est bien quand tu commences à n'importe quelle entreprise, en particulier une start-up. Jusqu'à l'arrivée de Nest, tous les thermostats, 80% des thermostats étaient vendus via des professionnels qui les achetaient à des distributeurs, donc à des grossistes. Donc, une distribution où chacun faisait un petit peu d'argent. Et la plupart de ces thermostats-là étaient installés lorsque tu faisais une grosse rénovation ou tu installais une nouvelle chaudière. Et donc, en fait, le chauffagiste qui arrivait chez toi, il regardait ta maison, il regardait le zip code, le code postal dans lequel tu habitais, okay. Et puis il disait, bon, moi, ce thermostat-là, ce sera $500. Et comme tu sais que de toute façon, tu as payé déjà $6 000 pour ta chaudière ou $50 000 pour ta rénovation, tu es là, tu dis, oui, d'accord, ok, si, c'est ce que vous dites. Le go-to-market de Nest a pris complètement ces gens-là par surprise, parce qu'on a dit, non, le prix de notre thermostat, c'est $249. Vous l'installez vous-même, c'est $249. Un pro vous l'installe, vous savez combien c'est? C'est $249 aussi.
Et donc ça, le direct to consumer, pareil, à l'époque, ça faisait beaucoup moins, surtout dans le côté hardware. Ça a pris de court, c'était un pari qu'a fait Nest parce que ça allait à l'encontre des forces de marché. Alors, ça a marché super bien grâce à tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, le fait que le produit était sexy, qui fonctionnait très bien, qui était finalement simple à installer parce que, encore une fois, des technologies comme Tony adorant la musique, il a utilisé des connecteurs où tu peux pousser pour introduire un fil audio. Tu vois ça dans des baffles. Il a réutilisé la même connectique pour le thermostat pour que tu n'aies pas besoin d'un petit tournevis pour insérer tes fils. Tout ça fait que le produit a été créé pour être installé directement par le client final. Et donc, au point où les grossistes et les professionnels, les chauffagistes sont venus nous voir, ont toqué à notre porte en disant on peut en avoir s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire un prix? C'est encore une fois un gros pari, ça ne marche pas tout le temps, mais quand ça marche très bien. Donc, tu rajoutes à ça le fait que le lancement de Nest, avec l'aura de Tony et du reste de l'équipe, par exemple, Matt Rogers, le cofondateur aussi venant d'Apple, fait qu'on a une couverture presse pendant les 6 premiers mois qui était incroyable, qui valait des millions de dollars en pub. On n'a fait aucune pub pendant 6 mois et on a vendu tout. On a vendu en 1 mois et demi tout ce qui devait nous tenir pendant 3 ou 4 mois. Donc ça a très bien marché. On a surfé sur cette vague-là. Deuxième produit est arrivé. On a confirmé qu'on savait faire plus qu'un produit. Et donc c'est là qu'un de nos investisseurs, qui était Google via son fonds d'investissement, a commencé à parler à Larry et à Sergey du fait que ça marche très bien et que si Google voulait un jour se lancer dans la smart home, ce serait bien que Larry parle à Tony un peu plus. Et donc, moi, j'en sais pas beaucoup de ces discussions. Tout ce que je sais, c'est que pendant à peu près 3-4 mois, 4 personnes chez Nest, les 2 cofondateurs, donc Tony, Matt, notre CFO et notre legal counsel, donc comment on dit en français legal counsel d'ailleurs, le gars en charge du légal chez nous, bossaient comme des tarés, jour et nuit. On ne les voyait pas. Je dis on parce que c'était tous ceux qui étions dans le cercle des execs de Nest, on se faisait le même commentaire, mais on était aussi assez futés pour ne pas aller poser les questions qu'il ne fallait pas. Et un jour, en décembre 2013, donc un peu plus de 2 ans après qu'on a lancé la boîte et que j'ai rejoint la boîte, Tony nous regarde après un meeting comme ça, il nous dit « Ok, venez, on va discuter dans une autre pièce un peu plus tranquille. » Et donc, il réunit son groupe d'execs, on était 6-7, et il dit « Voilà, c'était pas le plan, mais on a une offre sur la table. On a une offre qui nous permettra de rester indépendants tout en nous permettant tout en nous donnant des capitaux qui nous permettront en particulier d'embaucher les gens au prix du marché. » Parce que, comme certains des intervenants l'ont déjà mentionné, l'embauche c'est le nerf de la guerre. Trouver les bons talents, c'est le nerf de la guerre. Et ici, entre Facebook à Menlo Park, Google à Mountain View, Apple à Cupertino, et ils se tirent tous la bourre pour embaucher les meilleurs à des prix parfois incroyables. Tu vois des gens qui sortent d'école d'ingénieurs et qui vont obtenir $200,000 par an. Bon. Le coût de la vie est en parallèle. Bon. Mais on arrivait à un moment où on allait devoir lever une série C pour pouvoir avoir assez d'argent, entre autres pour embaucher de bonnes personnes, en sachant que ça allait diluer tout le monde en termes de participation dans la boîte. Et donc, Tony nous fait un petit speech pendant 3 minutes pourquoi l'offre est vraiment très intéressante, que ça vient de Google, que lui et Larry parlent depuis plusieurs mois. Et puis, au bout d'une demi-heure, il nous dit « à propos, je ne ferai pas ça sans vous, mais sachez que c'est 3,2 milliards de dollars. » Ah ouais, non, mais d'accord, ok. Dans ce cas-là, ouais, non, ouais, ça vous semble bien, les gars? Donc, on a un peu plus discuté. C'était vraiment une offre fantastique, en particulier parce qu'on pouvait rester indépendant. Google allait nous faire un gros chèque en blanc qui allait nous permettre de continuer à grandir, qui nous a permis, entre autres, de racheter plusieurs boîtes, dont Dropcam, ce qui a donné des caméras Nestcam après. Google nous a intégrés. Et alors là, changement complet de dynamique, pas tout de suite, parce qu'encore une fois, quand ils nous ont racheté, quand l'intégration s'est faite, on était peut-être 300. Et là, on est passé de 300 à 1000 en un an. Et là, je déconseille ça à tout le monde. Passer de 300 à 1000, il nous a fallu 1 an pour faire ça. Il nous a fallu 1 an derrière pour établir les bons process,
pour savoir vraiment comment faire fonctionner 1000 personnes de manière efficace. Donc, il y a un petit gap dans la roadmap de Nest. Tu regardes, pendant 2 ans où il ne s'est pas passé grand-chose, c'est parce que c'est juste très difficile d'amener autant de personnes dans des nouveaux locaux, avec essayer en même temps d'être sympa avec les gens de chez Google et d'arriver à faire fonctionner tout ça. Et ça, Maxime, j'espère que ce sera l'occasion d'avoir un second podcast parce que cette partie-là, je pense qu'elle est très, très intéressante en termes de curiosité. Euh, pour être bien sûr, donc au moment où Google vous rachète, vous êtes monoproduit? Alors, on a 2 produits toujours. On a le thermostat et Nest Protect, l'alarme D'accord. incendie. Et on est en train de justement de se poser la question, comment est-ce qu'on fait arriver une caméra dans notre portfolio? On est en train de pitcher le système de sécurité aussi pour les séries C. Et donc, on l'a pitché à Google aussi. On aime bien ça. Donc, on a 2 produits. Mais on travaille tous finalement juste sur un seul produit qui est Nest Protect. Et toi, donc, tu quittes Google à quel moment en termes de product development? Écoute, moi, je suis resté un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi chez Google après l'acquisition. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à grandir mon équipe produit jusqu'à peu près 25 personnes qui s'occupaient donc de tous les produits Nest worldwide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans et demi, Tony a décidé, à peu près 2 ans, Tony a décidé que c'était pas pour lui de rester là. Et donc, je ne reviendrai pas sur ces détails-là, mais on devrait se prendre quelque chose à boire et en parler en privé. Google a décidé donc de faire venir un nouveau CEO qui est arrivé. Et moi, la façon dont j'ai construit l'équipe Production Nest, c'est un mix de product management et product marketing. Comme je l'ai dit avant, c'est d'où venait mon expérience. Et c'est vraiment le marketing, product management et marketing produit. C'est un continuum de l'idée de départ jusqu'au moment où tu parles aux journalistes ou aux clients du produit. Et donc, je trouvais si tu trouves la bonne personne qui est capable de parler de manière équivalente à un ingénieur et un journaliste et un créatif et tout ça, là, tu as vraiment la possibilité d'avoir une histoire, une genèse, une histoire et un go-to-market cohérent et fort et passionné. Et donc, ça a honnêtement très bien marché chez Nest jusqu'à ce que ce nouveau CEO arrive. Et ce nouveau CEO est venu pour aider à Google à savoir que faire de Nest, qui était encore indépendant à l'époque dans Alphabet. Est-ce qu'on ramène Nest chez Google? Est-ce qu'on vend? La rumeur dit que une des discussions potentielles était revendre Nest. Ils voulaient savoir. Et donc, le CEO a décidé de couper l'équipe produit en deux, product management et product marketing. M'a très gentiment demandé de m'occuper du product marketing. Donc, je suis repassé côté product marketing. J'ai recréé une équipe. Et donc, j'ai fait ça pendant à peu près un an et demi. C'était bien. Et puis là, début 2018, pour moi, c'était clair qu'il fallait que Nest et Google Home fusionnent. Parce qu'on essayait tous les deux de faire en sorte que notre marque soit la numéro 1 sur le même marché. Pendant ce temps-là, Amazon faisait un très bon boulot à nous botter les fesses, à tous les deux, entre autres grâce à leur achat de Ring. Et donc, il fallait vraiment qu'on soit un et uni. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 mois à la transition, à faire venir mon équipe chez Google, à choisir quelqu'un pour me remplacer à la tête de l'équipe parce que je n'avais pas envie, moi, de faire du marketing produit chez Google. Un peu comme après mes 12 ans chez Apple, mes 7 ans chez Nest commençaient à… J'étais très, très bien payé, j'étais confortable, mais je m'ennuyais un peu. J'avais besoin d'un autre challenge. Tony était parti, Matt, le cofondateur, allait partir. Des très bons amis comme Anton et Kate qui étaient là depuis le début, c'était déjà parti. Donc, c'était un changement de culture dans la boîte. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais faire autre chose. Et il se trouve qu'il y avait une boîte qui me parlait depuis plusieurs mois, qui avait fait un nouveau produit pour la maison connectée, une nouvelle forme de serrure, donc Smart Lock, un peu ici, connectée, que je trouvais très intéressante. Et j'ai à nouveau suivi mon cœur. Et donc, je suis parti de chez Google pour rejoindre une boîte qui s'appelle maintenant Level. Je crois, lorsqu'on a préparé cet entretien, tu as partagé avec moi que ce n'était pas forcément une aventure très successful avec Level. Je pense que notre communauté est curieuse de comprendre, selon toi, avec quelques années de recul, pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas aussi bien marché que Apple, quand Apple était en bas
en bas de la colline, tu avais décidé de les rejoindre. Nest, qui n'existait pas sur un marché qui sentait la poussière, tu as décidé de les rejoindre. Et là, tu t'es trompé. Mais ce qui serait très, très intéressant, c'est de comprendre est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que c'est le marché qui n'a jamais décollé? Est-ce que c'est les personnes avec qui tu as bossé? Bref, à comprendre un petit peu des ingrédients d'un échec. Je pense que ça sera très intéressant. Ouais, eh ben, écoute, je pense que j'ai fait un pari qui n'a pas marché, principalement parce que j'ai donné une deuxième chance à quelqu'un à qui je n'aurais pas dû donner une deuxième chance. Et pourtant, je suis le premier à dire que, au contraire, il faut donner une deuxième chance. Mais là, je me suis planté. Écoute, cette boîte travaille sur les smart locks. Donc, au niveau base installée de serrures et même de serrures connectées, c'est énorme. C'est encore plus que le thermostat. Super, check. OK. Au niveau technologie, ils ont réussi à faire quelque chose qui est invisible, qui se cache dans le trou de la porte dans lequel tu installes ta serrure. Super. Euh, au niveau du job, pour moi, le job était très intéressant parce que j'ai pris le pari de partir du côté product pour vraiment développer tout le côté non-ingénierie de la boîte, donc marketing, support, sales, etc. Et ça, c'était très intéressant. Mais la qualité des gens, surtout en haut de la boîte, ne l'était pas. Tu te souviens quand je t'ai dit que le VP d'Apple de Mobility s'est fait virer? Bon, bah, il se trouve que c'était le CEO de cette boîte. Et je le savais, hein. C'est le fondateur de cette nouvelle boîte. Je le savais, mais je me suis dit, c'est pas la même problématique de scaler un service en Internet à des millions de personnes que de créer une boîte qui fait un smart lock. Mais en fait, le point commun, c'est qu'ils font du bon leadership. Et si tu as un leadership qui ne sait pas communiquer, qui n'est pas transparent, qui n'inclut pas les gens, bah, ça ne marchera pas. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Et donc, en fait, au bout d'un an, après avoir complètement rebrandé la boîte, créé une nouvelle marque qui s'appelait California Things, avant ça s'appelle Level maintenant, on a décidé de se séparer. Et là, j'ai commencé à chercher autre chose. Et j'ai en numéro un sur ma liste, pour moi, les 4 critères pour rechercher un tour à travail, c'est mes 4 P à moi, people, product, position et place. Et par people, c'est vraiment la qualité des gens en numéro un. Deuxièmement, c'est est-ce que le produit m'intéresse? Troisièmement, c'est est-ce que la position m'intéresse? J'ai eu la chance, entre autres grâce à Tony, quand j'étais dans le cercle des execs de Nest, d'être exposé à tout ce que fait une boîte. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, je suis assez malléable, je peux faire pas mal de choses. Et enfin, place, ben, j'habite dans le sud de la baie. Aller jusqu'à San Francisco, faire 1 heure et demie de travail, de commute tous les jours, quand on y avait encore du commute, quand on devait encore prendre sa voiture pour aller au travail, c'était pas trop ce que je voulais faire. Donc, mais c'était le 4e sur ma liste, c'était le premier critère à sauter si besoin. Et donc, en fait, après avoir cherché un peu, un chasseur de tête est venu me trouver. Il m'a dit, écoute, c'est peut-être pas tout à fait ce que tu cherchais, mais on a un poste de COO pour une nouvelle boîte avec quelqu'un de vraiment super comme fondateur, 2 personnes super comme fondateur et le CEO en particulier. Est-ce que tu voudrais leur parler? Et c'est là que je suis entré en contact avec Neo Sensory. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est la qualité des gens, l'ouverture des gens en particulier. Et donc, je les ai rejoints en janvier de cette année, janvier 2020. Alors, qu'est-ce que fait Neo Sensory? Alors, Neo Sensory, on fait un bracelet comme ça, principalement pour les sourds et malentendants, qui transforme le son en vibration. Pas juste des vibrations à la Apple Watch où tu as juste 2 ou 3 vibrations différentes, il y a 27 000 vibrations différentes parce qu'on a 4 moteurs en fait qui permettent en fait à cette partie très inutilisée de ton corps au fur et à mesure d'interpréter ces signaux comme un 6e sens, si tu veux, comme un nouveau sens. Et ça marche super bien, entre autres, pour les gens qui sont privés d'un sens, comme les sourds. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. J'aime le côté tech for good, dont tu as parlé aussi dans un de ces épisodes précédents, l'idée de pas continuer juste à chercher les millions et à chasser les millions dans cette roue de hamster, mais au contraire, essayer de mettre nos compétences au profit de quelque chose d'un peu plus grand que nous-mêmes et que notre portfolio. Vous êtes présent en France? Donc, non, on est juste aux US pour l'instant. On vend à distance en Angleterre, au Canada et en Australie, mais j'ai justement exprès de réduire un peu le champ pour se focuser. Ça, c'est une chose que j'ai appris chez Nest, c'est qu'il faut mieux faire 100% du travail sur un seul pays que faire 50% de travail sur 4 ou 5 pays. Chez Nest, on s'est étendu à l'international un peu trop tôt. Alors Et justement, donc,
Ouais, pardonne-moi Maxime, monsieur. donc toute ton expérience, product manager, product marketing, 1 an chez Level où tu avais tout non-engineering, là, boum, tu passes COO. C'est quoi la fonction COO ici aux États-Unis? Pour moi, le CEO, c'était la personne en charge de la logistique, des opérations, des achats, de la production du matériel, de produits comme celui-là. Euh, Chez Apple, chez NAS, c'était la définition de produit, chez Google aussi, et les gens qui font ça très bien. Il se trouve que c'était ma formation d'ingénieur. Je dis, bon, pourquoi pas? Et en fait, pas du tout. Ce que j'ai remarqué, après avoir discuté avec pas mal de gens, c'est que la fonction de CEO, c'est un peu le catch-all, un peu le titre qu'on veut donner à quelqu'un un C-level exec dans une boîte, mais sans être, parce qu'on a épuisé tous les autres termes. C'est-à-dire, dans la boîte, chez Nessensory, on a un CEO, David Eagleman, qui est quelqu'un de fantastique, un CTO qui est le cofondateur, qui s'appelle Scott, qui est quelqu'un de formidable aussi. Et puis à moi. Et moi, en fait, encore une fois, j'ai le marketing, j'ai les sales, mais j'ai l'équipe produit, j'ai l'équipe engineering, j'ai l'équipe opération, support. Et tout ça, ça fait apparemment un rôle de CEO. Donc, c'est assez étrange, mais moi, ça me va bien, parce que j'aime bien, c'est un peu CEO in training, si tu veux. Ouais, C'est c'est un peu très l'idée. clair. Alors, on va passer les 5 dernières minutes à aborder un petit peu les new skills que tu dois acquérir. Donc, nouveau marché Apple, merci. Nouveau marché Nest, merci. Nouveau marché Level. Et là, maintenant, nouvelle fonction. Quel est le gap le plus grand entre ce que tu sais faire et ce que tu dois savoir faire comme CEO? Je pense le plus grand gap, c'est vraiment d'être capable d'apporter de la valeur pour les gens qui sont dans une fonction dans laquelle je n'ai jamais travaillé moi-même. Et donc, par exemple, l'équipe de support. Bon, je n'ai jamais travaillé dans un call center. J'en ai visité un. J'ai travaillé en étroite collaboration avec des équipes de support, en particulier chez NES, où j'écrivais littéralement des articles de knowledge base, mais je n'ai jamais travaillé avec eux. Être capable de les guider, être capable de les leader sans avoir fait leur boulot, c'est sans doute un des plus gros gaps. Pareil au niveau engineering, j'ai beau avoir une formation d'ingénieur, je ne me qualifierais pas d'ingénieur moi-même. Et entre autres, pour tout ce qui est hardware, même si je travaille en étroite collaboration avec l'équipe hardware chez Nest, il faut être capable d'ajouter de la valeur sans être pédant, sans faire du mansplaining ou quoi que ce soit. Et donc, c'est le plus gros gap. Maintenant, la façon dont moi j'aborde ça, c'est avec humilité. C'est vraiment, par exemple, chez Neosensory, notre responsable hardware engineering, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et donc, la façon dont j'aborde ça, c'est la première fois que j'ai eu mon one-to-one avec lui, c'est je lui ai dit, écoute, il y a des boss pour lesquels tu travailles et il y a des boss avec lesquels tu travailles. Et vu ton expérience, je ne pense pas avoir grand-chose à t'apprendre sur ton métier. Par contre, j'espère pouvoir t'aider à comprendre, avoir une vue plus générale de la boîte et comprendre pourquoi on prend telle ou telle décision au niveau stratégique et te guider et te demander aussi de temps en temps de délivrer spécifiquement des choses pour lesquelles dont on a besoin pour gérer la boîte. Alors, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de ne plus être l'expert? C'est un peu frustrant souvent, mais finalement, moi, j'aime bien, et ça revient au début de mon parcours pour la raison pour laquelle j'ai choisi une école d'ingénieur assez généraliste, j'aime bien cette idée d'avoir une vue d'ensemble. Et ça m'est venu grâce à l'expérience chez Nest où tous les lundis matins de 9h à 11h, qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit Noël ou quoi, on était en call ou physiquement autour de la table avec tous les autres execs et on regardait fonction par fonction, à la fois au niveau stratégique et au niveau très très tactique, quel bug n'a pas été fixé. Et Tony faisait le tour et on y allait tous un peu la boule au ventre, mais on en sortait tous plus intelligents. Et donc, j'ai vraiment bien aimé cette période. Et pour le coup, pour mon profil, moi, ça marche bien. Maintenant, je peux comprendre que ce ne soit pas du tout le cas de tout le monde. Et quand tu parles de frustration, à quoi tu fais Euh, référence? Au fait que quand tu vois un bug, si je vois un bug sur l'application, faut pas que j'aille directement taper sur l'épaule du développeur de l'application. Me dit bon, tu fixes ça comme ça. Non, non. Il faut que je dise à un gars de mon équipe qui manage cette personne, écoute, voilà le problème que j'ai.
je te laisse gérer ça. Voilà mon idée, voilà comment je l'aborderai, mais c'est toi qui es en charge. Si tu as une meilleure idée, dis-moi. Et attendre que ce process-là se fasse. Et revenir, à propos, est-ce que ce bug-là, tu l'as… J'essaie vraiment de… Parce que sinon, tu micromanages. Non seulement c'est pas sustainable, c'est pas, à long terme, ça marche pas, ni pour toi, ni pour la personne en bas. Et en plus, c'est très mauvais au niveau culture de boîte. Maxime, c'est très, très clair. Un très grand merci et tous mes voeux de succès pour Sensory. Comme tu dis, avoir l'opportunité d'être bigger than yourself est quelque chose de rare et de cher. Donc, vraiment, tous mes voeux de succès. Merci pour cet entretien absolument passionnant. À notre communauté, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et je te dis à très, très vite, Maxime. Ça marche. Merci Julien, au revoir. Merci beaucoup.